mise du prix au gagnant. Alors, le gagnant, monsieur France Barbou, n'est pas là. Il est néanmoins représenté, voilà. C'est un peu comme le sparadrap du capitaine Haddock, voilà. Alors, nous avions souhaité, avec les équipes des bibliothèques qui font un très très bon travail, et je remercie Roxane qui coordonne cette opération. Vous savez qu'au rendez-vous de l'histoire, on revendique ce statut d'université populaire et on essaye de faire en sorte que toutes les approches de l'histoire soient au rendez-vous. C'est comme ça qu'il existe un prix de la bande dessinée historique, un prix du roman noir historique, et puis depuis 3 ans, une dictée historique. La première dictée avait été justement dictée par Michel Vinocq, la deuxième par Daniel Salnave, et puis celle d'hier, donc par Claude Gauvard, grande médiéviste. Alors, je vais simplement vous lire les premières phrases de cette dictée, et je vais m'arrêter sur la première faute. Le point de vue de Victor Hugo sur Notre-Dame de Paris et l'art du Moyen-Âge. Qu'a-t-on fait de ce charmant petit clocher qui s'appuyait sur le point d'intersection de la croisée et qui, non moins frêle et non moins hardi que sa voisine la Flèche, détruite aussi de la Sainte-Chapelle, s'enfonçait dans le ciel plus avant que les tours, élancé, aigu. Et la première faute, demi-faute, monsieur Collignon, aigu, le gagnant a mis un tréma, et aigu n'a pas de tréma. Voilà. Alors, je vais remettre le prix donc à la représentante de monsieur France Barbou, évidemment des ouvrages. Alors, je vais les remettre, je vais les laisser, hein, vous les voyez, le prix est vraiment doté. Et puis, je vais donner maintenant la parole à monsieur Collignon, qui a été pendant de très très longues années l'œil vigilant de la grammaire, de l'orthographe et de la syntaxe au monde, et qui va nous expliquer finalement comment on corrige des textes. Donc merci beaucoup de votre présence, et puis n'hésitez pas l'année prochaine à vous inscrire à cette dictée historique. Merci de votre attention. Bien entendu, je ne vais pas me livrer ici aux formations, aux textes de formation, à mes relations du métier que je peux faire en école de journalisme, en école de préparation au métier de correcteur ou de secrétaire de rédaction. Sinon, il y en aurait pour 2 heures au moins. Seulement, effectivement, je peux parler rapidement de mon expérience, qui est celle du plus vieux correcteur de France, parce que j'ai passé l'examen à 18 ans et demi, et donc ce qui fait de moi le plus ancien et le plus vieux correcteur de France, effectivement. En ayant fait le plus gros de ma carrière au journal Le Monde, où j'étais chef du service de correction, qui a compté jusqu'à 45 personnes. Et puis j'ai fini ma carrière comme étant responsable de la qualité linguistique de la totalité du groupe Le Monde, et puis rédacteur, journaliste rattaché à la direction générale. On a signalé la première petite faute du gagnant, aigu. Effectivement, il n'y a pas de raison d'avoir besoin de mettre un tréma sur le U de aigu, puisque de toute façon, on prononce aigu. En revanche, au féminin, il faut absolument mettre le tréma sur le E, sinon ça ferait aig. A-I-G-U-E. Non, donc tréma sur le E pour garder la prononciation aiguë au féminin. Le métier de correcteur, dans sa plus belle expression, ça consiste à vérifier l'orthographe, la grammaire, la ponctuation, la syntaxe, et même, sans vouloir trop empiéter, bien entendu, sur le travail d'un auteur, qu'il soit journaliste, écrivain, vérifier l'information. C'est sans doute beaucoup plus vrai en presse quotidienne, où les journalistes sont sous la pression de la pendule, de l'horloge. On a toujours l'œil sur la pendule. Il faut toujours, bien sûr, veiller à sortir l'édition à temps. Si vous voulez un exemple, par exemple, au journal Le Monde, lorsqu'on avait un quart d'heure de retard sur le tirage, sur le bouclage, pour le journal Le Monde, ça représentait 30 000 ventes perdues pour Paris-Banlieue. Parce qu'on était certain que si le journal n'était pas dans les librairies, dans les maisons de la presse, avant 16h30, 17h, eh bien les gens rentrent chez eux, rentrent en banlieue, sans s'arrêter chez le kiosquier ou chez le libraire. Donc 30 000 ventes perdues pour un quart d'heure de retard, ce qui fait que par moment, bien sûr, il faut savoir trancher, et on ne va pas perdre de temps pour une majuscule, une minuscule, voire une virgule, sauf si vraiment elle modifie le sens du texte, le sens de la phrase.
Donc l'orthographe, la ponctuation et surtout l'orthotypographie. L'orthotypographie, c'est la partie de l'orthographe d'usage qui porte sur l'emploi extrêmement rigoureux des majuscules et des minuscules. Et là, je ferai un petit reproche aux organisateurs des rendez-vous de l'histoire. Moi, j'aurais mis un H majuscule à histoire, parce que c'est pas l'histoire une petite histoire qu'on raconte, c'est l'histoire au sens absolu, l'histoire de l'humanité. Ça mériterait le H majuscule, ce qu'on appelle un H capital donc, dans la profession. Donc l'orthotypographie, ça peut aller très très loin. Par exemple, si on parle du prince Eugène, si c'est le beau-fils de Napoléon, c'est-à-dire Eugène de Beauharnais, c'est prince Eugène avec petit p. Si c'est prince Eugène, le surnom d'Eugène de Savoie-Carignan, maréchal des armées impériales et principal adversaire de la France de Louis XIV, c'est un surnom, donc P majuscule obligatoire. Et donc il y a des milliers de choses comme ça à retenir, si on veut être extrêmement précis. Que vous dire encore sur le métier de correcteur? Il y a eu souvent, il y a eu pendant longtemps, disons, un recrutement qui était un peu moins sérieux que dans les dernières années. Dans les dernières années, pour devenir correcteur, et notamment correcteur de presse quotidienne, il faut faire une formation. Il y a un organisme principalement. Aujourd'hui, cet organisme est devenu un GRETA qui se déroule à l'école Estienne, à Paris, et qui forme un correcteur sur 7 mois, à temps plein, c'est-à-dire il y a une semaine de congé pendant les 6 mois ou 7 mois de formation. Et après, bien sûr, il y a un examen final qui autorise quelqu'un à devenir correcteur. Mais sinon, dans l'édition et un peu partout, on peut exercer cette profession, si possible, avec le plus de compétences possible, bien entendu. Mais on peut exercer ce métier sans avoir le moindre diplôme, en quelque sorte. C'est un métier curieux, puisqu'on est il faut montrer à la fois de la souplesse à l'égard des images, des expressions, du vocabulaire d'un auteur, que ce soit un écrivain, que ce soit un journaliste, mais en même temps une extrême rigueur quant à l'expression de l'idée qu'il faut faire apparaître et quant à la rigueur de la syntaxe, etc. Donc c'est à la fois un métier de souplesse et de rigueur. C'est extrêmement compliqué, parfois. Puis voilà, bon, sinon je pourrais parler pendant 2 heures, 3 heures. Merci. Bien. Attention, c'est lourd. Voilà, et plutôt... Oui, et puis il y a également un abonnement à la revue dirigée par M. Collignon, Défense de la langue française. Voilà. Bien, bien. Madame Matar-Bonucci, c'est à vous. J'ai beaucoup de chance d'accueillir Madame Matar-Bonucci. Ce n'était pas du tout prévu, mais c'est grâce aux fascistes que j'ai eu mon bac, parce que l'année où j'ai passé le bac, l'épreuve d'histoire, c'était justement la prise du pouvoir par les fascistes. Donc merci de cette triste coïncidence. Merci Christophe. Merci. Oui, ça marche, oui. Merci d'être là pour une conférence, évidemment, sur un sujet qui n'est pas seulement d'histoire, peut-être, ce qui lui donne une profondeur et un intérêt supplémentaire. Mais c'est quand même d'abord de l'histoire qu'on va faire avec Marianne Matar-Bonucci, que vous avez entendu peut-être déjà ces jours-ci, car elle a beaucoup travaillé, mais aujourd'hui sur son sujet de prédilection. Marianne Matar-Bonucci est une femme de conviction et une femme d'engagement. On lui a consacré un portrait dans Le Monde au mois de septembre dernier qui était intitulé « L'histoire est un combat ». Bon, oui, c'est vrai. Vous y disiez, Marianne, venant d'une génération d'après 68 très politisée et très à gauche, je ne me voyais pas choisir un sujet dénué d'implication politique. Et de fait, tout a commencé avec un sujet de thèse, oui, vous aviez à peu près 20 ans, un sujet de thèse sur le fascisme en Sicile, un sujet que certains déjà trouvaient peut-être un peu dangereux et peut-être même certains un peu convenable pour une jeune femme délicate. Mais enfin, vous n'avez pas renoncé, loin de là. Vous avez découvert dans toute son ampleur la violence du fascisme et du fascisme en Sicile. Ça ne cessera pas. Avec Pierre Milza, vous avez été dans la lignée des travaux italiens,
que vous rappeliez hier soir, de Renzo De Felice, ou plus tard de Emilio Gentile, par exemple, vous avez été en France de ceux qui ont contribué à renouveler considérablement la vision du fascisme italien. Vous lui avez redonné son allure de totalitarisme, allant trouver des arguments dans des travaux, avec des travaux souvent très neufs sur la langue, par exemple, le lei et le voi, enfin je vous renvoie à tous ces travaux évidemment, ou sur le rire, ou sur des éléments de vie quotidienne, de vie sociale, qui évidemment nous font comprendre un peu plus concrètement ce que peut être un totalitarisme en marche qui décide de fonder un homme nouveau. Tout cela est, vous pourrez le retrouver dans un beau livre qui date de l'année dernière, publié au CNRS Éditions. Je pense qu'il est en vente sur le stand du CNRS Éditions. Totalitarisme fasciste. Alors, la violence politique ne vous est pas étrangère. Vous allez la traquer évidemment dans l'antisémitisme, nous en parlions hier soir, l'antisémitisme dont le fascisme n'a pas été exempt, contrairement à une légende un peu tenace, la violence politique dans les années de plomb. Vous avez consacré un joli livre avec Marc Lazare, et on en a parlé ici même, la violence de la mafia. Je me souviens, Marianne, que votre premier article dans la revue L'Histoire, car vous nous accompagnez depuis une trentaine d'années, était un excellent article sur la mafia. Et depuis, vous en avez signé beaucoup d'autres pour notre plus grand plaisir et pour le plus grand profit. Mais l'histoire et l'engagement, l'histoire du fascisme et l'engagement qui est connexe, eh bien, c'est aussi un engagement dans la société d'aujourd'hui. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paris 8 Saint-Denis, et vous y avez fondé à l'hiver dernier, en 2019, une association que je recommande notamment à tous ceux parmi vous qui sont des enseignants, une association qui s'appelle Alarmé, c'est en majuscule parce que c'est un sigle, mais ça dit bien ce que ça veut dire. Vous avez décidé de ne pas vous boucher les yeux sur la recrudescence des actes racistes et antisémites jusque en France, dans le milieu scolaire et universitaire, où on pensait que ça n'était plus possible, mais vous savez bien qu'il ne faut jamais penser cela. Alors Marianne, vous avez un projet de revue, le combat continue, comprendre pour transmettre, faire de l'histoire pour aussi s'engager. Comment le fascisme est arrivé au pouvoir, eh bien, je ne voudrais pas vous priver plus longtemps de la leçon d'un grand professeur. Je ne sais pas lequel est le mieux. Oui, est-ce que c'est celui-là qui est peut-être le mieux? Oui. Bien, merci Valérie Hanin pour cette présentation très généreuse. Et bonjour à tous. Donc, dans les 45 minutes dont je dispose, donc je vais essayer de vous proposer quelques réflexions sur la façon dont le fascisme est arrivé au pouvoir. Comment le fascisme est-il arrivé au pouvoir? Alors, le 30 octobre 1922, donc, Mussolini devient président du Conseil à l'issue de la marche sur Rome. À ce moment-là, rares sont ceux qui s'imaginent qu'il va exercer le pouvoir pendant plus de 20 ans et l'exercer avec son parti de manière totalitaire. 10 ans après la marche sur Rome, est organisée à Rome une grande exposition, la Mostra della Rivoluzione Fascista, qui retrace donc le processus de conquête du pouvoir. Et voilà comment est présenté cet événement, la marche sur Rome. La marche sur Rome est dans la grande fresque de l'action fasciste, l'épilogue insurrectionnel de la Révolution, avec un R majuscule, et elle représente l'exemple typique d'insurrection résolutive d'un mouvement révolutionnaire.
Ce n'est pas de la prose marxiste, c'est de la prose fasciste, mais vous voyez qu'il y a déjà une langue de bois qui est constituée. Alors, deux expressions, épilogue insurrectionnel et insurrection résolutive, sont deux expressions donc, qui ont tout de l'oxymore et qui montrent bien la difficulté qu'il y a, même pour les fascistes, à caractériser cet événement donc, sur lequel je vais m'arrêter, qu'est la marche sur Rome. Alors, je vous rappelle brièvement, pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette histoire-là, que les faisceaux de combat donc, sont fondés le 23 mars 1919 à Milan. Ils sont transformés en partis. Au départ, les faisceaux se présentaient comme un anti-parti. Ce n'est pas un hasard s'il s'agissait de mouvements. Puis, en novembre 1921, eh bien, ils sont devenus le Parti national fasciste. Et le 24 octobre 1922 se tient à Naples, après 2 années que l'historiographie 1921-1922 appelle le Biennio Nero, c'est-à-dire les 2 années noires. Eh bien, après ces 2 années, donc lors de ce congrès de Naples, est fixé le scénario de la prise du pouvoir. Alors, lors de ce congrès, Mussolini dit effectivement qu'il veut conquérir tout le pouvoir. Je le cite, « Nous n'entendons pas vendre notre droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Nous voulons devenir l'État. Nous voulons devenir l'État. » Le projet est très clair. Et donc, le scénario de la marche sur Rome va être mis au point donc, avec ce qu'on va appeler les quadriumvirs, donc le quatuor de hiérarques fascistes. Parmi eux, il y a un général, le général De Bono, et plusieurs figures historiques donc, du fascisme, ce qu'on avait appelé d'ailleurs les races, c'est du nom des chefs en Éthiopie, c'est-à-dire ceux qui se sont constitués des petits fiefs à l'échelle locale ou régionale en utilisant, nous en reparlerons, la violence fasciste. Je vous les cite. Donc, le général de Bono, je l'ai déjà dit, Italo Balbo, Michele Bianchi et De Vecchi. Donc, la prise du pouvoir est décidée à ce moment-là. Nous sommes le 24 octobre 1922 à Naples, dans un moment d'enthousiasme que vous pouvez imaginer, d'autant plus que le fascisme, à cette époque, est surtout septentrional. Et donc, le fait d'organiser ce congrès à Naples est une façon d'indiquer précisément qu'il y a bien un projet qui est un projet national. Il s'agit bien donc de toute la nation, de l'ensemble des Italiens, du Piémont à la Sicile. Que se passe-t-il après ? Eh bien, donc des centres de commandement dans plusieurs points du centre-nord principalement de l'Italie sont mis en place et Mussolini retourne à Milan qui est sa ville de résidence, et il attend pendant que commence donc la marche sur Rome. Alors la marche sur Rome, elle commence le 27 octobre. Les opérations donc sont déclenchées le 27 octobre. Elle dure plus de 3 jours, du 27 au 30 octobre 1922. Et pendant ce temps-là, donc, des colonnes de fascistes vont en chemise noire comme il se doit, avec des armes plus ou moins, plus ou moins menaçantes, vont converger donc vers la capitale. Sur le chemin, je vous en reparlerai, eh bien, ils attaqueront des préfectures, des bâtiments publics, des gares, mais l'objectif est de se retrouver à Rome. Vous avez pu voir, avant que commence cette conférence, quelques images de Pierre Milza. Pierre Milza, qui a été mon directeur de thèse lorsque j'ai fait cette thèse que Valérie évoquait sur le fascisme, l'histoire du fascisme en Sicile. Donc, et je voudrais
donc donner la parole à Pierre Milzard pour décrire l'événement sur le plan militaire. Les colonnes qui ont reçu l'ordre de marcher sur la capitale ne représentent qu'une petite armée de 26 000 hommes, armés et équipés médiocrement. Les vivres manquent et l'enthousiasme a été rafraîchi par les trompes d'eau qui n'ont cessé de tomber depuis la veille. Et quand on regarde effectivement les images dont on dispose, on voit que ces fascistes menaçants ont plutôt l'air d'être des fascistes en promenade, voire une armée en déshérence ou en déroute, comme vous le voyez. On est bien loin des bataillons de SS qui marchent au pas de loi ou d'autres images donc, de formation paramilitaire. En disant cela, je ne suis pas en train de diminuer, et vous allez le voir, la capacité de ces fascistes à infliger de la violence à leurs adversaires politiques, mais il se trouve que, d'un point de vue militaire, la marche sur Rome n'est pas quelque chose de très impressionnant. Comme c'est un événement annoncé, prévu, que l'on peut suivre sur 3 jours, eh bien, en face, le pouvoir et l'armée ont pu organiser la riposte. Et donc, il y a 28 000 soldats qui attendent les fascistes à Rome, qui, eux, sont bien équipés, mieux disciplinés sans doute, pourvus d'armes lourdes, et qui sont prêts, au premier ordre, donc, à intervenir et à disperser les chemises noires. Pendant que ces hommes marchent, que fait Mussolini ? Mussolini est à Milan, donc, il attend, il se montre dans des lieux publics pour que l'on sache où le trouver si l'on veut faire appel à lui, notamment dans les lieux de la Milano per Bene, théâtre, opéra, avec sa maîtresse d'abord, avec sa femme ensuite, et donc il affiche la posture d'un homme qui n'est pas pressé, qui veut se faire désirer, donc pour conquérir le pouvoir. Il attend. Alors les mauvaises langues disent qu'il était prêt à fuir vers le nord de l'Italie dans l'hypothèse où les événements auraient mal tourné, mais il attend aussi, bien sûr, parce qu'il espère donc que les événements vont tourner en sa faveur. Alors, dans ce contexte, Facta, qui était le chef du gouvernement, eh bien, demande au roi de décréter l'état de siège. Mais le roi va hésiter et décidera finalement de ne pas décréter l'état de siège. La décision, et si le roi avait décrété l'état de siège, encore une fois, la marche sur Rome était arrêtée et un gouvernement démocratique aurait pu être remis en selle. Alors, quelle sera la raison donnée par le roi ? Eh bien, il expliquera qu'il n'a pas voulu provoquer une guerre civile. Plus probablement, il a agi en subissant des pressions, les pressions d'une partie de l'armée, de généraux, les pressions des milieux nationalistes, qui lui conseillent quoi ? Qui lui conseillent non pas encore d'appeler Mussolini, mais de faire entrer Mussolini au gouvernement en appelant Salandra, donc Salandra, à former le gouvernement. Cette proposition est transmise à Mussolini, qui fait monter les enchères, qui se fait désirer un peu plus, et ce n'est que quand il a la certitude qu'il sera, lui, président du Conseil, appelé à former le gouvernement, eh bien, qu'il va daigner arriver à Rome en wagon-lit, donc jusqu'à la gare de Rome. Et lorsqu'il est accueilli par une foule chaleureuse de militants à la gare de Rome, eh bien, il dira « Je suis venu à Rome pour donner un gouvernement à la nation », comme si, auparavant, la nation donc n'avait pas de gouvernement. Alors, à Rome,
il n'en retrouve pas moins les marcheurs, si je puis dire, sans allusion aucune. Le temps de faire une photographie que vous connaissez sans doute, où on le voit au milieu donc, des quadrumvirs avec les troupes derrière, c'est une photographie qui se trouve dans la plupart des manuels d'histoire, qui semble d'ailleurs indiquer que lui-même est entré dans Rome avec les marcheurs. Et cette photographie donc, sera destinée à construire sa légende. Alors voilà ce qu'est la marche sur Rome. Ce n'est pas la prise du palais d'hiver, ce n'est pas la prise de la Bastille. Il n'y a pas de révolution au sens où une force politique aurait renversé des institutions existantes ou se serait emparé d'un pouvoir symbolique, même par la violence. La marche sur Rome, on l'a vu, c'est un scénario qui est en partie réglé à l'avance, donc, où la dimension politique l'emporte sur le militaire, même si la violence est bien sûr une composante importante, on le verra. Alors, ce n'est pas une révolution, ce n'est pas non plus un opéra-bouffe, comme ont pu dire certains antifascistes. Par exemple, Salvemini avait employé cette expression. Parce que si les apparences de la légalité sont sauves, en fait, elles ne le sont qu'en surface. Donc, je l'ai dit, le roi a renoncé à décréter l'état de siège. Donc, de ce fait-là, il devient complice, d'une certaine façon, de la voie de fait et de la pression organisée par la marche sur Rome. Et d'autre part, en désignant Mussolini comme chef du gouvernement, eh bien, il contrevient aux usages du parlementarisme, puisque à l'époque, le parti fasciste était représenté à la Chambre des députés, mais c'était un parti minoritaire, car le fascisme, dans la période donc, de la conquête du pouvoir, a constamment joué sur deux tableaux, le tableau du parlementarisme, le terrain légal d'un côté, et l'illégalité avec la violence systématique de l'autre. Alors, voilà, je vous ai raconté comment le fascisme est arrivé au pouvoir et je pourrais m'arrêter maintenant et mettre un point final à cette conférence, mais il ne vous aura pas échappé que le titre de la conférence, c'était « Comment le fascisme est arrivé au pouvoir » et pas « Pourquoi », donc comment je pense avoir rempli mon cahier des charges. Mais si j'ai choisi le « comment » et non le « pourquoi », c'est parce que je voudrais insister sur le fait que même si la marche sur Rome est un événement au sens d'événement fondateur, l'arrivée au pouvoir du fascisme n'avait rien d'inéluctable. Et la marche sur Rome n'est que l'épilogue, en fait, d'un processus qui, à plusieurs moments, aurait pu amener un autre dénouement. Alors, il existe une historiographie considérable à ce sujet, des analyses bien évidemment contemporaines des événements, et je voudrais mentionner deux livres récents, intéressants et importants. Le premier est celui de Giulia Albanese, qui n'a malheureusement pas été traduit en français, qui était paru en 2008 sous le titre « La marche sur Rome » en italien. Et l'autre a été traduit en français, c'est celui de Emilio Gentile. Le titre français, alors c'est pas ce titre-là en italien, et le titre français a accentué ce qu'est la thèse du livre, une thèse que je ne partage pas, même si le livre est tout à fait intéressant, qui consiste à dire, donc le titre c'est « Soudain le fascisme, la marche sur Rome, l'autre révolution d'octobre ». Ce que je ne partage pas, c'est le soudain le fascisme, parce qu'il y a cette idée chez Gentile, et d'ailleurs comme chez Giulia Albanese, qu'il n'y aura pas au fond que dès que les fascistes arrivent au pouvoir, eh bien c'en est fini donc du régime de la démocratie libérale. Or, je pense quand même qu'il y a eu une phase plus progressive entre 1922 et 1925 avec l'adoption des lois fascistissimes qui est importante. Mais par ailleurs, ces deux livres apportent énormément d'informations et de pistes de réflexion sur ce sujet.
Alors, si l'on considère la marche sur Rome donc, comme un dénouement ou l'aboutissement donc, d'un processus qui s'inscrit dans la durée, eh bien, la question assez banale pour un historien se pose de savoir jusqu'où il faut remonter dans le temps pour comprendre ce processus. Et nous savons aussi que c'est une démarche qui comporte des risques de lecture rétrospective, comme si toute l'histoire de l'Italie, depuis l'unité, peut-être même depuis avant, depuis les communes, convergeait vers le fascisme, et il y a eu des analyses de ce type-là. Alors, parmi ces analyses qui mettent l'accent sur une continuité longue, il y a eu par exemple la thèse que l'on présente généralement comme étant la thèse libérale, suivant laquelle eh bien, le fascisme serait au fond la conséquence d'un inachèvement de l'unité italienne. C'est ce qu'on appelle la thèse donc, libérale, je le disais, qui a un équivalent d'ailleurs pour l'Allemagne. L'Italie et l'Allemagne sont deux régimes qui se sont constitués tardivement par rapport à d'autres en État-nation, et ces processus seraient restés inaccomplis, d'où l'apparition d'un nationalisme qui sera un moment déterminant pour forger la nation. Alors, parmi les tenants de cette thèse, on met en général Piero Gobetti, qui est l'un des intellectuels antifascistes les plus intelligents et les plus novateurs dans ses analyses. Et Piero Gobetti a dit le fascisme, eh bien, c'était l'autobiographie de la nation. Ça aurait été l'autobiographie de la nation. Autrement dit, c'est un révélateur de ses lacunes. Alors, l'objection que l'on peut faire à cette thèse, eh bien, c'est que ce peut être considéré comme une relecture a posteriori, car le processus de nationalisation et de démocratisation est déjà bien engagé dans l'Italie ou l'Allemagne du début du XXe siècle, a fortiori dans l'Allemagne de Weimar, avec les difficultés que nous savons. D'autre part, on peut observer, et c'est Robert Paxton qui a fait un livre très intéressant traduit en français intitulé « Le fascisme en action » qui fait remarquer cela, tous les États, je le cite, toutes les nations de la planète ayant un système politique de masse ont connu des mouvements fascistes après la Première Guerre mondiale. Donc, ces mouvements sont apparus partout de manière plus ou moins importante, mais c'est effectivement dans ces deux pays qu'ils se sont épanouis. L'autre thèse importante, c'est celle, donc c'est bien évidemment la thèse marxiste, alors qui a présenté toute une série de nuances, de gradations. L'un des ouvrages le plus connu, eh bien, c'est le livre de Daniel Guérin, Fascisme donc, et Grand Capital, dans lequel Guérin donc, mettait l'accent sur la responsabilité de la bourgeoisie au stade monopolistique du capitalisme, avec cette idée, au fond, que ce n'était pas tant une réaction de la bourgeoisie, l'avènement du fascisme, contre une attaque prolétarienne, une révolution prolétarienne, mais que le fascisme est plus généralement un réflexe de défense de la bourgeoisie face à une évolution inéluctable qui est la crise du capitalisme. Car il y a quand même cette idée dans la pensée marxiste que, à la fin, le capitalisme finira victime de ses propres contradictions. Alors, c'est une thèse évidemment qui a un caractère un peu mécaniste, mais qui doit être historicisée et qui répond notamment à certaines analyses des libéraux à l'époque, par exemple un antifasciste, mais libéral, comme Nitti, qui avait été président du Conseil en 1919-1920 et qui avait publié en 1926 un livre intitulé « Bolchevisme, fascisme et démocratie ». Et l'idée de Nitti était au fond qu'une modernisation, que c'était parce qu'il y avait un retard de l'Italie
dans le processus de modernisation et donc dans les mutations du capitalisme, eh bien, que le fascisme était survenu avec cette réaction très forte des élites. Alors, que dire de cette thèse qui met l'accent, donc, pour des raisons qui peuvent être soit des raisons liées à une volonté de répression du mouvement social, soit des raisons plus génériques liées à la protection d'un système qui serait menacé par ses propres contradictions. Donc, que penser de ces thèses? Eh bien, nous savons aujourd'hui, il y a eu une historiographie très riche sur ce sujet. Je vous renvoie à un livre de Patrizia Dogliani qui sera traduit en français par les éditions universitaires de Grenoble, qui propose une histoire sociale du fascisme. Nous savons qu'il y eut bien un soutien des grands propriétaires terriens et des industriels aux squadres fascistes, donc aux milices chargées de réprimer le mouvement paysan du nord au sud de la péninsule. Tout cela est documenté. Nous savons que ces squadres fascistes, elles se sont implantées d'abord dans la plaine du Pô, en Ombrie et en Toscane, parce que précisément c'était des régions où le mouvement paysan pouvait représenter un danger pour la propriété, pour l'intégrité du patrimoine de ses propriétaires. Car comment se traduisait ce mouvement paysan? Eh bien, il se traduisait notamment par des occupations de terres et des occupations de terres, notamment de coopératives d'anciens combattants. Ça, c'est un point important parce que conduites par les anciens combattants, ces occupations de terres avaient évidemment une légitimité dans cette immédiate après-guerre qui était plus importante. Alors, pourquoi par ces anciens combattants? Parce que pendant la guerre, pour tenir les masses, eh bien, des promesses de partage des latifondi avaient été faites donc, au peuple italien qui réclamait donc, son dû, en quelque sorte, après la guerre. Alors, donc, nous savons cela. De même, nous savons que certains industriels ont effectivement financé les squadres fascistes avec l'idée de les utiliser comme des milices patronales, ni plus ni moins. Et je dirais d'autant plus facilement que l'Italie est un pays à l'époque où il y a encore de gros problèmes de maintien de l'ordre public, surtout dans le sud, mais pas seulement dans le sud. Et donc l'habitude qui consiste à déléguer à des formations privées ce qui revient normalement à l'État, c'est-à-dire la répression et le maintien de l'ordre, eh bien, cette habitude existe, elle est enracinée. C'est ce qui explique d'ailleurs en partie la formation de la mafia, de la camorra, etc., dans le sud de l'Italie. Alors, cette thèse est, d'une certaine façon, avalisée par l'historiographie, mais les travaux d'historiens et même les contemporains ont été amenés quand même à la nuancer en montrant que les choses étaient moins schématiques, en particulier parce que dans les soutiens du fascisme, il n'y a pas que des bourgeois, il y a aussi toute une partie de classe moyenne, il y a un lumpen prolétariat, et l'un de ceux qui va pointer cela, c'est Togliatti. Togliatti, qui, lui, donc est l'un des fondateurs du Parti communiste, qui sera une des grandes figures du Parti communiste italien après la guerre. Il se trouve en Union soviétique pendant la guerre et il va donner des leçons au cadre du Comintern expliquant la réalité du fascisme. Alors Togliatti a des informations par les antifascistes clandestins en Italie et il comprend que dans les organisations fascistes, on trouve aussi les masses et que parmi les soutiens du fascisme, eh bien, il y a notamment des classes moyennes qui aspirent à une ascension sociale et qui espèrent que le fascisme pourra leur accorder ce que le régime libéral ne leur laissait pas espérer. Alors, cette thèse, donc, a été nuancée, mais elle a évidemment une part importante de réalité. Mais elle n'explique pas tout. Elle n'explique pas tout et elle n'explique pas en particulier le fait que
le fascisme va devenir un mouvement de masse. Il y a environ, au milieu de l'année 1922, autour de 700 000 adhérents du parti fasciste. Donc on imagine bien que la sociologie est beaucoup plus large que celle simplement des élites de la richesse. Alors l'autre événement à prendre en compte, et qui est un événement qui explique dans tous les pays la naissance, après la guerre, de formations nationalistes et fascistes, c'est bien évidemment la guerre. La Grande Guerre, dont le poids donc, a été mis en évidence par l'historiographie, en particulier par l'historien George Lachmann Mossé, dont les travaux avaient été traduits très tôt en Italie, plus tardivement en France, et qui propose donc des explications tout à fait éclairantes, en particulier sur la continuité d'une culture de guerre de la période de la Grande Guerre à la prise du pouvoir du fascisme ou du national-socialisme. Alors, c'est un fait que le mouvement des faisceaux de combat s'est forgé dans le creuset de l'interventionnisme. L'interventionnisme était le combat pour l'entrée en guerre de l'Italie, donc, puisque l'Italie est entrée en guerre à retardement en mai 1915, après s'être fait désirer des deux côtés et avoir finalement retourné sa veste, on peut le dire, puisqu'au départ, elle était liée au camp de la Triple Alliance et qu'elle a finalement choisi le camp de l'entente du fait de promesses qui lui avaient été faites par ce qu'on appelle le pacte de Londres, de s'emparer après la guerre d'un certain nombre de territoires nommés les terres irrédentes, dont des territoires sur la côte adriatique en Yougoslavie. Alors, le mouvement des faisceaux naît à ce moment-là. Et parmi les premiers membres des faisceaux, il y a d'abord un faisceau d'action révolutionnaire qui est créé pendant la guerre, puis après, à partir de mars 1919, on trouve des gens qui viennent d'horizons très différents, qui viennent du futurisme, qui viennent du syndicalisme révolutionnaire, c'est le cas de Mussolini, et du nationalisme. Donc, des univers différents, mais qui ont un point commun, c'est d'avoir voulu ardemment la guerre. Les premiers, donc les futuristes, sont convaincus que la guerre, c'est quelque chose de formidable, parce que ça fait table rase du passé. Les futuristes, vous savez, veulent de la nouveauté absolue. C'est pas pour rien qu'ils s'appellent futuristes. Ils veulent détruire les musées, tout ce qui rattache à un vieil ordre bourgeois. Donc, Marinetti, l'un des chefs de file du courant futuriste, explique que la guerre est la seule hygiène du monde. La seule hygiène du monde. Donc, il y a cette idée, en effet, d'une prophylaxie, en quelque sorte, qui passe par la guerre, le grand nettoyage du passé. Les syndicalistes révolutionnaires, et c'est de là que vient Mussolini, pensent que de la guerre sortira la révolution. Alors, à ce moment-là, quand Mussolini quitte le Parti socialiste, il pense probablement encore cela, et puis bientôt, il va évoluer parce que la révolution qu'il appelle de ses voeux ne sera pas la même que celle des syndicalistes révolutionnaires. Enfin, les nationalistes, je vous l'ai dit, ils veulent ces terres irrédentes, donc, et ils espèrent aussi que la guerre sera un moment de communion nationale, donc autour de l'armée. Alors, l'apologie de la violence par le fascisme, qui va les amener au pouvoir, elle commence très tôt, on la trouve dès les premières déclarations de Mussolini. Dans son premier article du Popolo d'Italia, qui est le journal qu'il fonde après avoir été exclu du Parti socialiste, voilà ce qu'il dit. Il parle encore au nom des socialistes révolutionnaires. La tâche des socialistes révolutionnaires ne pourrait-elle pas être de réveiller la conscience endormie des multitudes et de jeter des pelletées de chaux vives à la face des morts, et ils sont nombreux en Italie, qui s'obstinent dans l'illusion de vivre. Donc c'est les bourgeois, là en l'occurrence qu'ils visent. Crier « nous voulons la guerre » dans l'état actuel des choses, ne serait-ce pas beaucoup plus révolutionnaire que crier « à bas la guerre ». Bon, là, ils visent les socialistes. Alors, chez tous ces gens futuristes, syndicalistes révolutionnaires, nationalistes, il y a une communauté d'intérêts qui va, grâce à la guerre,
devenir une communauté de pensée et de valeurs. L'expérience de la guerre elle-même va amener à une autre chose qui est cette culture de guerre et qui va devenir donc la culture du fascisme. Alors, il y a un... Alors là, je vais vous montrer deux caricatures qui sont souvent une bonne façon de résumer donc, un processus ou une question. Celle-ci, c'est une caricature de Scalarini. Scalarini, donc, qui venait de la gauche radicale. Et cette caricature est parue donc, dans, je ne sais plus si c'est l'Avanti, je crois, au moment de Noël. Noël, donc, 1921. Et comme vous le voyez, elle montre la mort, drapée dans un drapeau sur lequel figure l'inscription « Guerre », qui porte dans ses bras un bébé fasciste, donc comme l'enfant Jésus, hein, on est juste avant Noël. Il y a marqué fascisme, donc, mais il est identifiable aussi à son fez, ce chapeau un peu ridicule qui est le chapeau donc, des chemises noires. Et il va coucher l'enfant. Bon, évidemment, les Italiens sont pétris de culture catholique, donc tout cela parle immédiatement. Avec des étudiants aujourd'hui, c'est un peu plus difficile d'arriver à une lecture immédiate donc, de cette image. Donc l'enfant est emmailloté et couché dans une mangeoire, donc comme l'enfant Jésus. Alors la thèse marxiste est d'ailleurs également présente, puisque sur la mangeoire, vous avez capitalisme, et le sac qui est au pied de la mangeoire est un sac portant l'inscription « Profit de guerre ». Alors celle-ci, je voulais vous en montrer une autre, mais est-ce que je vais la trouver? Voilà, qui est encore plus probante et plus intéressante, qui est une vignette de Cironi. Cironi, qui est un artiste fasciste de grand talent, caricaturiste, mais peintre aussi, qui sera fasciste jusqu'au bout, hein, jusqu'à l'époque de la République sociale italienne. Et c'est une semaine après la marche sur Rome que ce dessin est publié. Et il est assez extraordinaire parce qu'on voit, vous voyez, les morts qui sortent littéralement des tranchées, donc, et les combattants fascistes qui viennent prendre la relève donc, de ces morts italiens tombés au champ d'honneur. Et il faut rappeler que Mussolini, pendant la guerre, a écrit un article dans lequel il invente le concept de tranchéocratie, c'est-à-dire cette aristocratie sortie des tranchées, donc qui prendra le pouvoir après la guerre. Alors donc, la guerre, bien évidemment, joue un rôle déterminant. Et après la guerre, d'abord, beaucoup des leaders fascistes ont eux-mêmes fait la guerre. Et une deuxième guerre, finalement, prolonge celle qui a eu lieu, qui est une guerre diplomatique, puisque, à l'issue de la guerre, l'Italie n'obtiendra pas ce qu'elle espérait obtenir à l'issue de la conférence de la paix. Et du coup, naît à ce moment-là le mythe de la victoire mutilée. Hein, on aurait pu dire, voilà, l'Italie est dans le camp des vainqueurs, ce qui est vrai, donc cela va apaiser le nationalisme, mais tout en étant dans le camp des vainqueurs, eh bien, les Italiens estiment qu'ils n'ont pas obtenu donc, ce qu'ils espéraient du conflit. Alors la guerre est importante pour d'autres raisons, pour ce legs, j'en ai parlé, politique, en termes de rites, de liturgie civile des faisceaux. Elle est importante aussi parce que elle va contribuer à codifier le rapport du fascisme à la violence, notamment parce que le fascisme va l'emprunter à ces formations qui sont constituées après le désastre de Caporetto, donc à la fin de la guerre, sont mises en place des formations qui sont des bataillons d'assaut, en quelque sorte, ces arditi, hein, littéralement ça veut dire hardi, courageux, et ces arditi
mettent en place toute une symbolique, avec notamment l'utilisation de la tête de mort qui a ce couteau entre les dents, avec un slogan « Me ne frego » qui veut dire « je m'en fous », je m'en fous de perdre la vie en l'occurrence, et cela sera ensuite repris donc par les fascistes eux-mêmes, qui accueilleront d'ailleurs dans leur rang pas mal de ces arditi. Alors tous les arditi ne passeront pas au fascisme. Il y aura notamment la constitution d'un mouvement après-guerre des Arditi del Popolo, qui voulut se démarquer justement de cette évolution. Mais encore une fois, cela est aussi très important pour la transmission donc, de cette culture de guerre. Alors la guerre est importante pour d'autres raisons, évidemment, que je n'ai pas le temps de développer, conséquences économiques qui va accentuer les retards et les fractures qui existaient déjà d'un point de vue social en Italie. Enfin, il y a une conséquence aussi très importante qui va contribuer à l'exacerbation des affrontements politiques après la guerre. Eh bien, c'est le fait que les socialistes étaient restés dans le camp de la neutralité pendant la guerre, et donc ils vont être combattus à double titre à l'issue de la guerre, comme étant des socialistes, puisque les fascistes vont peu à peu être évoluer vers la droite donc, et être phagocytés par ces grands propriétaires, ces industriels qui les financent. Donc ils vont être critiqués en tant que socialistes, mais ils vont être critiqués aussi en tant que traîtres à la nation. La guerre, enfin, va aussi avoir des conséquences de par donc, son issue diplomatique, qui n'est pas celle qu'espéraient les fascistes, avec l'épisode de Fiume, de la ville de Fiume, qui se situe donc en Istrie, et que les fascistes, que les Italiens, les nationalistes, voulaient récupérer parce qu'il y avait dans la ville de Fiume une communauté importante donc d'Italiens. Mais la ville donc n'est pas obtenue par les traités de paix, et du coup Gabriele D'Annunzio, qui est un poète nationaliste très connu en Italie, une des figures les plus importantes parce que très, très haut en couleur de la vie artistique et intellectuelle italienne, eh bien, Gabriele D'Annunzio va organiser donc une marche sur Fiume pour conquérir la ville avec des légionnaires, avec d'anciens arditi, d'anciens soldats. Et cela est un moment très important, donc, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'il va constituer à Fiume un micro-État qui est une forme de laboratoire du fascisme, ou en particulier un texte qui a été élaboré par quelqu'un qui vient du syndicalisme révolutionnaire, qui va hésiter, qui va ensuite basculer dans l'antifascisme, Alceste De Ambris. Donc, De Ambris va être à l'origine d'une forme de constitution corporatiste qui tente donc de proposer un système qui serait une voie moyenne entre le capitalisme et le socialisme avec les corporations. Et dans la Carta del Carnaro, ce texte donc de De Ambris, eh bien, il y a une réelle dimension sociale qu'on ne trouvera pas du tout après dans le fascisme, qui va très vite être abandonné, mais qui existe. Fiume a des conséquences aussi parce que c'est un premier grand moment d'exaltation des foules et de création d'un rituel de communion entre le leader, en l'occurrence c'est D'Annunzio, et la foule. Alors, il y a d'autres choses intéressantes qui se passent à Fiume, mais je n'ai pas le temps de le développer. Et suivant, j'ouvre une petite parenthèse, mais il y a en ce moment une exposition à Trieste, dans la ville de Trieste, qui est très proche donc, de Fiume, consacrée
à Gabriele D'Annunzio et à l'expédition de Fiume, puisque nous allons célébrer donc bientôt le centenaire donc, du fascisme. Et cette exposition ne restitue de Fiume que la face positive, c'est-à-dire que ça a été aussi un moment de grande liberté de créativité, de libération des mœurs aussi, notamment pour les femmes qui participaient à cette expérience. Mais cette exposition est totalement apologétique vis-à-vis de D'Annunzio et gomme relativement donc la responsabilité de D'Annunzio dans l'arrivée du fascisme au pouvoir. Enfin, troisième conséquence de Fiume, Mussolini a soutenu l'expédition de Fiume, mais un peu du bout des lèvres, d'une part parce qu'il ne savait pas trop comment ça allait se terminer, et d'autre part parce qu'il voit D'Annunzio comme un rival. Il voit D'Annunzio comme un rival. Et du coup, l'expédition va l'inciter à se mettre en avant un peu plus pour conquérir le pouvoir. Alors, j'en viens, puisqu'il ne me reste plus beaucoup de temps et je ne voudrais pas fatiguer votre patience, à une des dernières hypothèses donc, qui est mise en avant en général et qui comporte sa part de vérité, donc, qui est celle de la contre-révolution. Mais contre-révolution tout court est une explication qui ne convient pas parce qu'il n'y a pas eu de révolution et il n'y a même pas eu de tentatives révolutionnaires en amont de la marche sur Rome. De quoi s'agit-il ? Je vous ai parlé du Biennio Nero. Le Biennio Nero a été précédé en 1919-1920, je vous en ai déjà un peu parlé, du Biennio Rosso, qui sont ces 2 années au cours desquelles il y a ces occupations de terres, d'usines. Il y a même à Turin des conseils d'usines qui sont créé avec un certain Antonio Gramsci qui participe au mouvement, qui va créer un journal tout à fait intéressant qui s'appelle L'Ordine Nuovo. Donc il y a une effervescence qui va effectivement très loin. Il y a parfois des épisodes de violence populaire, mais rien n'indique qu'il y avait un projet révolutionnaire d'ensemble. La gauche va se diviser assez rapidement. Bref, je n'ai pas le temps de développer cela, mais la révolution, même s'il en est question dans les slogans, n'a jamais été sur le point de survenir. Or, les fascistes diront qu'ils ont empêché la révolution et les élites craindront qu'une révolution survienne. Et vous savez que la peur, je veux dire, parfois, quand des événements sont interprétés de façon erronée, eh bien, l'interprétation erronée peut produire de vrais effets. Ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, peu importe qu'il y ait eu vraiment projet révolutionnaire ou qu'il y ait eu simplement la peur que survienne une révolution qui n'était pas de fait à l'agenda, ce qui s'est produit effectivement, c'est que des gens sont allés donc détruire les chambres du travail, les organisations syndicales, les organisations politiques, en pensant que la révolution était à l'ordre du jour. Et j'en viens, alors du coup, pour évoquer cette thèse, il faudrait mentionner un livre d'Angelo Tasca, mais le temps passe très vite, donc je n'ai pas le temps de m'y arrêter, mais je vous renvoie à ce livre, qui est un livre très important, qui s'appelle donc La naissance du fascisme, la naissance du fascisme. Et dans ce livre, qui paraît en 1938, Tasca, qui était un des fondateurs du Parti communiste, exclu ensuite par l'Internationale, passé au socialisme, et qui d'ailleurs passera à Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, soutiendra le régime de Vichy, eh bien Tasca fait des analyses remarquables de cette période-là, celle dont je vous parle, fondée sur une documentation très importante, et il dit la marche sur Rome, en fait, a été une contre-révolution posthume, après coup, et préventive. Posthume, pourquoi ? Parce que quand les fascistes arrivent au pouvoir, les choses se sont calmées. Et les choses se sont calmées notamment parce que les fascistes ont fait preuve de violence et qu'ils ont
attaqué systématiquement les occupations de terre, les usines qui étaient occupées, etc. Donc, posthume et préventive, ce qui est une façon de mettre l'accent sur le fait que les classes possédantes ont peur et qu'elles se disent, et c'est le pari que font certains effectivement, on ne sait jamais, il vaut mieux soutenir ce gouvernement fasciste, on ne sait jamais, on pourra s'en débarrasser après et ramener un système de démocratie libérale. Alors, la violence, enfin, et c'est ce sur quoi j'insisterai dans la dernière partie de mon exposé, et malheureusement, je n'aurai pas le temps d'y insister beaucoup, donc je vous renvoie à mon dernier livre, Totalitarisme fasciste, où je consacre un chapitre entier à cette question de la violence. La violence a joué un rôle décisif, mais en amont. En amont, pourquoi ? D'une part, parce que le fascisme y a trouvé sa légitimité aux yeux des élites dominantes et parce qu'il a réussi, au fond, à donner crédit à cette idée qu'une fois au pouvoir, l'ordre régnerait, et bientôt, même pour certains, que les trains arriveraient à l'heure. Je veux dire que les fascistes se sont imposés comme pratiquement une force qui pouvait se substituer à l'État pour ce qui est du contrôle du territoire et pour ce qui est de faire régner l'ordre public. Alors, pour les fascistes, je l'ai déjà dit, donc la violence, au fond, elle est légitime. La politique, c'est la guerre continuée par d'autres moyens. Tout cela est théorisé. Et donc, à partir de 1919, de 1920 et surtout de 1921, les fascistes vont se livrer à ce rite des expéditions punitives qui consiste à aller démanteler les organisations ouvrières et paysannes. L'acmé de ce déchaînement de violence interviendra au printemps 1921, le jour d'élections politiques législatives, le 15 mai 1921. Il y a 22 morts et ces événements n'empêcheront pas 35 députés donc d'entrer au gouvernement. Alors, il serait intéressant, j'ai essayé un petit peu de faire cela dans le livre, mais il faudrait aller beaucoup plus loin, et ce travail n'a pas encore été fait, d'appréhender cette violence avec ses rites, avec son modus operandi, suivant une méthode qui est une méthode anthropologique, parce qu'il y a des rites, des scénarios répétitifs. En général, on détruit d'abord les lieux, on s'empare des lieux, et dans un deuxième temps, donc ces lieux, ce sont d'abord les chambres du travail, les organisations militantes, et dans un deuxième temps, on s'empare des lieux du pouvoir d'État, les préfectures, etc. Et c'est ce qui s'est passé aussi au moment de la marche sur Rome, donc sur le chemin de ces marcheurs. Alors, autre point intéressant, les expéditions punitives qui sont menées par les fascistes, se voulaient des opérations de propagande. Et les fascistes comprennent très tôt que la violence peut être utilisée à des fins pédagogiques. Et là, ça nous renvoie à des choses beaucoup plus contemporaines. C'est-à-dire que l'exposition de la violence compte autant que son résultat. Donc, comment ? Par exemple, en obligeant un antifasciste à défiler avec une pancarte autour du cou « Je suis un traître à la nation », en l'obligeant à avaler de l'huile de ricin, il paraît que c'est très mauvais, publiquement, pour l'humilier, en mettant un drapeau tricolore à la place d'un drapeau rouge. Les batailles de drapeaux font partie de cette guerre civile, en renommant les rues aussi, systématiquement. Alors, on a beaucoup d'épisodes, de témoignages donc, de ces formes de terreur qui vont être employées. Il y a aussi des symboles de ces terreurs, et parmi les symboles, le manganello. Le manganello, c'est le gourdin, la matraque, qui va devenir l'arme par excellence des fascistes. Mais l'arme par excellence
En fait, bon, beaucoup auront des manganello, alors de tout type, hein, des artisanaux, c'est-à-dire des simples bâtons de bois, des beaucoup plus sophistiqués, qui sont des morceaux de bois avec une pierre au bout, le tout enrobé dans du cuir, et ça fait des armes qui peuvent être véritablement meurtrières, hein. Et cette arme devient symbolique de la violence donc fasciste. On la trouve sur des affiches de propagande, on la trouve dans des chansons fascistes. Il y a une chanson fasciste qui s'appelle « Ô Sens Manganello », sage patron, bon, etc., etc. Mais nous savons aujourd'hui que la plupart des assassinats sont intervenus plus avec des armes à feu qu'avec le manganello. Donc c'est assez intéressant parce que on voit bien que en fait le manganello plaît et est mis en évidence par la propagande parce qu'il a une certaine rusticité, donc il peut donner l'impression d'une spontanéité, alors que ces expéditions punitives sont le plus souvent préparées, et peut-être aussi parce que ça renvoie à un imaginaire culturel propre à l'Italie, peuplé de figures mythologiques, cinématographiques, tout en muscles, donc comme le très populaire Machis. Donc il y a tout ça dans cet univers donc, du manganello. Parmi les rites, l'incendie, le feu, et Gentile a cette formule qui semble très juste. Il dit « le manganello et le feu étaient les deux éléments clés du culte du licteur. » Donc, alors, ces expéditions punitives, elles vont prendre toutes les formes. Il y aura de vraies batailles, je n'ai pas le temps de développer cela, qui prendront pour cible des objectifs très signifiants d'un point de vue politique. Et l'un des premiers, c'est le siège de l'Avanti, le journal donc socialiste, qui est incendié en avril 1919. L'incendie de l'Avanti va provoquer la mort de plusieurs personnes. Tout cela à la suite d'une manifestation lors de laquelle les ouvriers protestaient contre la répression policière. Bon, je vous passe différents scénarios de ce type-là, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a deux types d'expéditions punitives. Des armées, ni plus ni moins. Par exemple, à Florence et dans la campagne toscane, les opérations punitives peuvent rassembler jusqu'à 1 millier d'individus qui se déplacent donc avec les armes dont nous avons parlé. Mais les expéditions punitives, ça peut être aussi 3 fascistes qui descendent à pied ou qui partent en voiture tabasser le militant socialiste du coin. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant cette période, il n'y a guère donc de lieu en Italie qui n'ait connu à un moment ou à un autre donc des événements violents, rixes, assassinats, incendies, intimidations. Il y a eu donc à la fois une violence spectaculaire, massive, et une violence capillaire, une violence au goutte à goutte en quelque sorte, mais qui a pu, donc avec des morts à l'unité en quelque sorte, et qui a pu donc installer l'idée au sein de la population que le fascisme était invincible. D'autant plus, et cela est amplement documenté aussi par l'historiographie, d'autant plus que bien rares sont les forces de l'ordre qui se sont effectivement opposées à ces violences fascistes. Le fascisme a eu des complicités au sein de l'armée, au sein de la police, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'ils percevaient les fascistes comme des forces supplétives. Alors, il y a un dernier point, et j'ai vraiment presque terminé, je vais conclure, qu'il faut mentionner et qui est fondamental, à mon avis. Et on voit bien cela dans le livre de Giulia Albanese, et de mon point de vue, c'est son principal apport, c'est qu'il y a eu enfin un phénomène de résignation et d'anticipation de ce qui allait se passer au sein des élites, au sein de la classe dirigeante. Ce que montre Giulia Albanese, c'est que dès 1919, chez les militaires et dans les classes dirigeantes, il y a
pendant la période notamment du Biennio Rosso, eh bien, il y a des rumeurs de coups d'État, il y a des rêves de coups d'État, et dans les conversations, dans les salons, chez les intellectuels, c'est une hypothèse qui commence à circuler et que l'on commence à envisager. Et donc, très tôt, la classe politique libérale commence à imaginer qu'elle va pouvoir renoncer à une partie des libertés fondamentales pour, encore une fois, le rétablissement de l'ordre. Alors, que conclure de cela et que conclure, que nous apprend ce comment, donc, du pourquoi, de la manière dont le fascisme est arrivé au pouvoir? Il y a une conjonction de facteurs. Le premier facteur très important, c'est la peur. La peur d'une partie des classes moyennes, des élites, le spectre du communisme qui hante, pour reprendre les mots de Marx lui-même dans le manifeste, effectivement l'Europe, même lorsqu'il ne représente pas un danger réel. Mais peu importe, ce qui compte à la fin, c'est la peur. L'autre raison, eh bien, c'est un point sur lequel je n'ai pas assez insisté pour la gauche, mais ce sont les divisions des forces politiques, car n'oublions pas qu'au congrès de Livorno, après la guerre, le Parti socialiste, comme il va éclater en France au congrès de Tours, éclate entre socialistes et communistes. Donc les divisions des forces politiques qui vont résister, mais qui ne parviendront pas, sans doute, à incarner une résistance suffisante, même si résister face à la violence physique n'est pas toujours chose aisée. Un vide politique qui est cette fois celui de la classe politique libérale, donc, et un vide politique que le fascisme viendra combler, et enfin la violence qui, comme on l'a vu avec cet héritage de la guerre, est un point très important. Alors, vous imaginez bien qu'il y a un petit peu Valérie a rappelé ce portrait du Monde, qui me présentait comme quelqu'un de très militant, ce que je suis, mais modérément quand même. Je veux dire, je fais de l'histoire et je pense que c'est très important de séparer les genres, en l'occurrence. Faire de l'histoire, mais sans militantisme, même si par ailleurs on peut choisir ses sujets parce qu'on a certaines idées ou certaines opinions. Donc, on me demande souvent, sommes-nous à la veille d'un nouveau fascisme? Sommes-nous pendant les années 30? Donc, l'histoire ne repasse pas les plats. Le refus, la condamnation de la violence semble quand même inscrite depuis un moment dans la culture politique, donc des démocraties libérales. Mais la peur, les divisions, le vide politique peuvent être une combinaison donc susceptible de se représenter en démocratie. Voilà, je vous remercie.